Partout en France, les instituts catholiques connaissent un regain d'intérêt auprès des familles. Quelles sont les raisons de ce succès? On en parle avec nos invités. Emmanuel Brochier, vous êtes doyen de l'IPC, l'Institut de philosophie comparée. Bonjour. Bonjour. Éric Gérardi, vous êtes président de l'ICES, l'Institut catholique d'études supérieures à La Roche-sur-Yon. Bonjour. Et Pauline Piètre, vous êtes directrice de l'Institut Ozanam, qui est l'Institut de alors moi je disais la Catho de Paris, mais maintenant on dit l'ICP, l'Institut catholique de Paris, et vous dirigez en gros le bachelor, en fait, le nouveau bachelor de l'ICP à Paris. Paul-Henri Ouellet, journaliste au Figaro étudiant, qui va nous faire un petit historique. D'abord, comment sont nés les instituts catholiques ? Eh bien, en fait, pour comprendre leur histoire, il faut remonter à la Révolution française. En 1793, la Convention supprime toutes les universités d'Ancien Régime, y compris les facultés de théologie. Et le résultat, c'est que pendant près de 80 ans, il n'existe plus de structure catholique d'enseignement supérieur. Il faudra attendre 1875 pour qu'elle renaisse à la faveur d'une loi, la loi sur la liberté de l'enseignement supérieur. Et c'est ainsi que vont renaître les premiers établissements d'enseignement catholique. Alors, il en existe d'abord 5 à Paris, Lille, Lyon, à Toulouse et à Angers. Est-ce qu'il y a d'autres écoles qui ont vu le jour depuis ? Oui, en fait, le réseau s'est ensuite étoffé. Donc, je vous parlais des 5 historiques, mais elles ont ensuite été rejointes par d'autres universités. Une université généraliste en 1990, l'ICES. Mais avant ça, on avait eu aussi des établissements plus spécialisés. Je pense à l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers, en ingénierie, ou encore l'IRCOM à Angers et à Lyon en communication et sciences politiques, et puis l'IPC en philosophie et en psychologie. Alors, on ne dit pas université, on m'a toujours dit qu'on n'avait pas le droit de dire le mot université. L'université, c'est toujours public. Alors, on dit institut. Et dans ces instituts, Paul-Henri, est-ce que l'identité catholique est très affirmée? Est-ce que ce sont des écoles réservées aux catholiques? Vous avez raison de le préciser, on ne dit pas université, on dit institut, parce que l'université c'est réservé au public, mais par abus de langage parfois, on a tendance à dire l'université privée. On parle même de fac. On parle de fac privée. Donc en ce qui concerne l'identité catholique, elle se manifeste en fait surtout en dehors des cours. Le contenu académique des instituts catholiques est souvent à peu près le même, peu ou prou, que dans les universités publiques. Et on va avoir un caractère propre, exactement comme dans les lycées sous contrat, avec des propositions spirituelles, des aumôneries, des messes, des accompagnements spirituels pour ceux qui le décident. L'identité religieuse est assumée, mais les cours sont ouverts à tous, que les étudiants soient croyants ou non croyants. Alors vous avez fait un petit calcul, et vous avez calculé, Paul-Henri, il y a environ 60 000 étudiants aujourd'hui en France qui sont scolarisés dans ces instituts, c'est beaucoup. Pourquoi ces formations séduisent-elles autant ? C'est d'abord pour leurs résultats. On pointe souvent l'écart de niveau entre le public et le privé dans le secondaire, mais il est en fait encore plus marqué dans l'enseignement supérieur. Il faut savoir que cet écart, souvent dans les universités catholiques, en fait, on a plus de 80% d'étudiants, par exemple en licence de droit, qui passent de la L1 à la L2. Et quand vous regardez les statistiques en ce qui concerne l'université publique, en fait, on est plutôt aux alentours de 30 à 35% de réussite. Donc ça fait un écart assez manifeste et qui fait qu'un certain nombre d'étudiants choisissent le privé pour pouvoir réussir. Alors ces résultats, ils tiennent à plusieurs éléments. La sélection, d'une part, puisque on peut plus facilement choisir ses étudiants dans le privé, mais aussi des méthodes qui permettent ces résultats. Je suis allé sur le site de la Catho de Paris et j'ai vu que vous aviez même 90% de vos étudiants qui réussissaient le passage de la L1 à la L2 de droit. Et du coup, Pauline Piètre, je voulais vous demander quelles étaient vos méthodes pour parvenir à ces résultats. Alors, les résultats, effectivement, sont assez éclairants. C'est vrai qu'on a un accompagnement, sans doute, qui fait la différence. Nos promos, c'est maximum 250.
Donc, par rapport à d'autres, évidemment, universités où les promos sont beaucoup plus pléthoriques. Donc, nous, c'est maximum de 150 avec beaucoup de formations qui sont à 50, 60, 100, 150, etc. Donc, il y a forcément une possibilité pour le corps enseignant d'être beaucoup plus proche aussi des étudiants. À la fois, les étudiants peuvent facilement accéder à leurs professeurs, mais ils sont aussi accompagnés par les équipes administratives. Et tout ça, sans doute que ça joue. Et puis, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un cadre. Il y a un cadre magnifique. Un cadre magnifique. Je suis allée à la Cato de Paris au moment de l'inauguration. Enfin, il y a des travaux incroyables qui ont été faits. Et c'est vrai que le cadre, moi j'ai vu des élèves qui me disaient, on se croirait dans Harry Potter. C'est un peu ça. Ça fait, je sais pas, un peu collège anglais. Oui. Ça fait un peu collège anglais. Donc, si vous avez l'occasion, vous qui nous regardez, allez voir les journées portes ouvertes. Absolument. Ou même des événements, parce que parfois il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je vous coupais donc sur les méthodes. Mais je vous en prie. Et il y a aussi le cadre. Je pense que ça fait beaucoup. C'est-à-dire que les étudiants sont aussi se voient beaucoup. Nous, on a par exemple un tissu associatif très important. Donc ça aussi, ça joue. C'est-à-dire que les étudiants peuvent souvent faire des choses ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives possibles. Il y a ça aussi qui, je pense, est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'appartenance qui joue très certainement pour que ces étudiants aient aussi envie de se motiver, d'être présents, de venir en cours, parce que c'est plutôt le cadre est agréable, l'ambiance est aussi également agréable. Donc ça joue. Mais évidemment, il y a le suivi qui, je pense, est tout à fait important. Et nous avons, en première année notamment, un suivi personnalisé de tous les étudiants qui sont en première année et qui sans doute fait la différence, parce qu'il y a parfois des étudiants, et on le voit souvent dans le public, c'est-à-dire qui ne poursuivent pas d'un semestre à l'autre. Il y a beaucoup de décrochages. Voilà, beaucoup de décrochages. Et nous, les décrochages, eh bien, on est capable de les repérer. Donc d'aider aussi, de soutenir les étudiants et parfois de les aider aussi à se réorienter s'il y a besoin. Donc c'est rassurant pour les familles finalement. Emmanuel Brochier, vous êtes doyen de l'IPC, donc l'Institut de philosophie comparée. Ce qui est étonnant dans le succès de l'IPC en particulier, c'est que là, vous allez sur le terrain vraiment des universités publiques, en enseignant la psychologie, la philosophie. Moi, je ne pensais pas du tout qu'on pourrait un jour suivre une licence ailleurs qu'à la fac, en fait. Oui, c'est vraiment le terrain de la Sorbonne, de Nanterre, et être un institut comme ça catholique et proposer ce type de formation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse ? Comment s'est créé l'IPC ? Oui, l'IPC d'abord n'est pas un institut catholique. C'est un institut qui est un établissement d'enseignement général supérieur privé d'intérêt général, un ESPI comme tous les autres établissements ici présents, et qui a une aspiration chrétienne et catholique, mais qui n'est pas une catho, qui ne délivre pas de diplôme canonique notamment. Et nous avons des licences de philosophie, de psychologie. Donc les diplômes canoniques sont les diplômes de théologie en particulier, c'est ça que vous voulez dire ? Pas seulement, des diplômes du Saint-Siège. D'accord. Voilà, là ce sont des diplômes d'État et nous travaillons en étroite collaboration avec le public. Donc que ce soit en psychologie ou même en philosophie, effectivement, nous proposons en fait un cadre et un rythme de prépa à des étudiants pour une formation universitaire. Quel est le lien avec l'université publique ? Vous disiez que vous aviez un lien. Nous sommes liés à des universités tout particulièrement, je pense par exemple à Paris 8. Nous avons des travaux de recherche en commun, puisqu'en fait, ce qui caractérise finalement une licence, par exemple, c'est que ce sont des formations qui sont adossées à la recherche. Cette recherche se fait avec donc des enseignants du public, et ces enseignants du public viennent également dans nos formations. Je vous avais posé la question, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est créé l'IPC en fait ? Oui, au départ, l'IPC s'est créé par un désir de famille, en quelque sorte, qui ont voulu proposer une autre forme d'enseignement. Donc on est en 1969, une nouvelle forme d'enseignement libre. Donc c'était après 68, après 68. L'envie de faire autre chose. Avec cette intuition qui, je crois, est maintenant, avec du recul, plutôt visionnaire, à savoir que la philosophie, car l'IPC au départ c'était pour l'enseignement de la philosophie uniquement, doit pas simplement se nourrir de la philosophie, de son histoire, mais doit se confronter, d'où le comparé d'IPC, doit se confronter à d'autres disciplines, doit pouvoir entrer en dialogue avec d'autres disciplines. Aujourd'hui, on parlerait d'interdisciplinarité. D'accord, donc c'était le but en fait. C'était le but, oui, dès le départ. D'accord. Il n'y avait pas au départ de diplôme d'État, et puis depuis 2002, nous avons des diplômes d'État.
grâce à un accord avec l'Université Paris 8, c'est ça que vous voulez dire? Non, il y a deux. Comment délivrez-vous privé, il y a deux façons d'avoir des diplômes d'État, en effet, soit sous la convention, le régime d'une convention, donc avec un établissement public. C'est le cas pour nous, pour notre master RH que nous avons en convention avec l'IAE de Metz. Mais quand il n'y a pas de convention, donc en l'absence de convention, eh bien, nous pouvons avoir un jury rectoral, c'est-à-dire un jury nommé par le recteur. En l'occurrence, c'est le recteur de Paris. D'accord, qui vous permet de délivrer des licences. Qui délivre nous préparons et le recteur délivre le diplôme. D'accord, donc il n'y a pas de problème finalement? Donc en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme pour accompagner ces jeunes vers les licences ou les masters. D'accord. Éric Guérardi, vous êtes président de l'ICES. Est-ce que, même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de l'ICES? L'Institut catholique de Vendée a été créé en 1990 par l'intuition commune. Vous êtes le plus récent finalement. Le plus récent. De la bande. L'intuition commune du directeur diocésain de l'enseignement catholique à l'époque, l'abbé Morisset, et du nouveau président du conseil général à l'époque, maintenant départemental, Philippe de Villiers, qui voulait créer un lieu de formation supérieure en Vendée où le taux de réussite au baccalauréat était supérieur à la moyenne nationale, mais où beaucoup de jeunes n'avaient pas les moyens de poursuivre des études supérieures parce qu'il fallait quitter la Vendée pour aller à Nantes, à Poitiers, à Angers ou à La Rochelle. Et c'était hors de la portée financière de beaucoup de familles. Et puis Philippe de Villiers lui a fait le constat que beaucoup de ces jeunes qui quittaient la Vendée pour aller refaire leur formation ailleurs ne revenaient pas. Et donc l'objectif était de doter la Vendée des cadres dont elle avait besoin pour le développement qu'il commençait à impulser. Et c'est sur cette initiative double qu'a été créé l'ICES, qui dès le départ a mis en place le concept qui s'est appelé le concept d'école universitaire, c'est-à-dire appliquer à l'enseignement universitaire les méthodes des grandes écoles. Donc ce qui a été évoqué, petits effectifs, encadrement, beaucoup de méthodes, suivi individuel. Donc dans les programmes... Quel type de diplôme vous préparez aujourd'hui? Licence, master. Et nous avons également... Dans quelle discipline? En lettres, langue, histoire, sciences politiques, droit, économie et gestion, mathématiques, physique et biologie. Donc à la fois sciences humaines et sciences expérimentales. Et qu'est-ce qui pousse une famille à choisir votre établissement plutôt qu'une université publique, l'université de, je sais pas, de Nantes ou de Rennes? Il y a l'encadrement, la qualité de la formation, la perspective d'un taux de réussite aux examens qui va être un taux de réussite qui vise l'excellence, pas l'élitisme, l'excellence. Et puis à l'ICES, il y a également un accent qui est mis sur l'orientation professionnelle. Nous avons un réseau d'anciens, à ce jour 11 000 diplômés avec 8 500 inscrits dans notre réseau. Et ce réseau d'anciens qui fait la force des grandes écoles, l'ICES est membre de la conférence des grandes écoles. C'est toujours les méthodes des grandes écoles au service de l'université. Et mis au service des diplômés pour trouver leur stage, pour trouver leur premier emploi, pour ensuite évoluer pendant leur carrière. Nous avons 35 ans d'existence, donc 35 générations de diplômés qui sont inscrits sur ce réseau et qui attendent les nouveaux pour leur mettre le pied à l'étrier et les guider. Pauline Piètre, les licences ou les masters de l'ICP, la Catho de Paris, est-ce qu'ils ont la même valeur qu'une licence à la Sorbonne? Alors oui, parce que nous sommes sous le même système, c'est-à-dire nous sommes donc ESPIG, comme ça a été dit. Donc ESPIG, c'est... Voilà, établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. C'est-à-dire que nous sommes... D'abord, nous sommes donc non lucratifs, nous sommes sous le statut associatif non lucratif, et donc nous avons un accord avec l'État. Et ce qui nous permet d'avoir effectivement une possibilité de préparer nos étudiants à des licences et à des masters par le biais soit du jury rectoral, exactement ce qui a été évoqué tout à l'heure, soit par un système de convention avec des universités publiques. Nous avons des conventions avec la Sorbonne Université, avec l'Université de Strasbourg, avec l'URCA par exemple, et d'autres. Et sinon, beaucoup de formations sont aussi validées par le rectorat de Paris. Mais qu'est-ce qui peut pousser une famille? Parce qu'une année de licence, c'est combien? Ça coûte combien? Alors, chez nous, tout dépend de la licence. Il y a pas une licence d'infocom, par exemple, ou une licence de droit, qui est parmi les plus demandées. Alors, il y a les licences simples, les licences doubles, les doubles licences, les doubles formations. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc, on est entre 3 500 et 12 000 euros. Mais les frais d'inscription sont modulés en fonction du quotient familial. Donc, les familles... l'université pourrait s'en inspirer pour régler leurs problèmes de... Donc c'est en fonction du quotient familial. Donc c'est-à-dire que les familles qui effectivement ont les moyens payent davantage que les familles qui ont moins de moyens. Cependant, nous accueillons vraiment tout le monde parce que d'abord,
en tant qu'ESPIG, nous pouvons accueillir les étudiants qui ont des bourses Crous, qui conservent leur bourse Crous. Ah oui. Et à côté de cela, nous avons ensuite un tarif dégressif pour les étudiants boursiers. Et nous avons des bourses d'excellence grâce à un mécénat très actif. Nous avons des bourses d'excellence, des bourses de solidarité que nous donnons aux étudiants. Et justement, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce qu'un élève qui sort de licence, il peut postuler à la Sorbonne sur le site Mon Master ou dans une université publique? Est-ce que c'est reconnu comme une licence de l'université? Oui, parce qu'il s'agit d'une licence. D'accord. Voilà, le terme de licence ne peut être qu'un diplôme national. On ne peut pas l'utiliser sinon. Donc la licence lorsqu'on propose nos licences ou nos masters, ce sont forcément des licences nationales et des masters nationaux. Donc forcément, ensuite, les étudiants peuvent postuler là où ils souhaitent. Ils peuvent et postuler d'ailleurs, beaucoup de nos étudiants, après une licence, postulent dans des masters, dans des universités publiques. Et il n'y a absolument aucun souci pour qu'ils puissent être intégrés. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, je crois que ça rassure aussi les familles. C'est que nous préparons à des diplômes nationaux. Ce n'est pas nous qui délivrons le diplôme, mais nous les préparons. Et avec les taux de réussite que vous avez évoqués tout à l'heure, évidemment, ça rassure et ça permet ensuite aux étudiants de poursuivre là où ils le souhaitent. Alors, justement, vous disiez que les étudiants peuvent poursuivre un peu là où ils le souhaitent ensuite. Eric Gherardi, j'ai envie de vous poser la même question. Est-ce que quand on est passé par l'ICES, ensuite on peut, donc une université privée en Vendée, on peut rejoindre des diplômes d'enseignement supérieur prestigieux ailleurs, à Paris, en province? La dernière enquête indépendante réalisée par la Conférence des grandes écoles montre que la promotion qui est sortie l'année dernière, la promotion qui est sortie de licence, a obtenu son premier choix en master à plus de 80%, et à plus de 90% si on compte le premier et le deuxième choix. Ce sont des chiffres assez similaires dans les établissements qui sont représentés ici aujourd'hui. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, c'est évidemment la qualité des résultats obtenus. Quand on obtient sa licence en 3 ans, on est forcément en tête au moment des sélections par rapport à des étudiants qui ont mis plus de temps. Également, la qualité des professeurs qui interviennent chez nous, la qualité des programmes qui sont suivis et la qualité aussi de l'accompagnement, puisqu'on n'envoie pas les étudiants postuler pour n'importe quel master. En fonction de leurs aspirations, en fonction de leur niveau, on les conseille pour éviter d'aller se heurter à des refus dans des formations pour lesquelles ils ne seraient pas préparés ou qui ne seraient pas du niveau qu'ils sont en mesure éventuellement de revendiquer. Et ainsi guidés, ainsi encadrés, ainsi accompagnés, on arrive à emmener ces jeunes sans que... Est-ce que vous avez des exemples de réussite particulière d'étudiants à vous qui ont fait des choses Écoutez, nous avons dans 2 jours une réunion d'anciens à Paris et nous aurons des étudiants qui sont des brillants avocats associés dans des grands cabinets parisiens. Nous en avons un qui viendra qui est magistrat à la Cour des comptes. Voilà, il y a des très beaux parcours. Mais indépendamment de quelques réussites emblématiques, je crois que ce qui est important, c'est que tous nos étudiants, en sortie d'études, obtiennent soit la poursuite d'études à laquelle ils aspirent, soit arrivent à embrasser la carrière pour laquelle ils sont venus chez nous. Parce qu'on les suit, parce qu'on les accompagne et parce qu'on les guide. Emmanuel Brochier, quels sont les débouchés finalement après une licence de philosophie? Alors c'est vrai que licence de philo, de psycho, c'est pas les licences qui offrent les meilleurs débouchés, mais qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils intègrent le top 5 des écoles de commerce, par exemple. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si je vous laisse votre jugement, la liberté de votre jugement. En fait, avec des licences de philosophie, aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Y compris après retourner dans le droit, certains, ou en médecine. En fait, c'est ouvert à la totalité des formations disponibles aujourd'hui. Donc, on a des anciens partout. Vous avez on en a aussi au Figaro, Alban, qui aide à l'émission, en fait partie. C'est vrai que ça peut être un peu étonnant de voir que des familles puissent vraiment choisir une école privée pour faire une licence de philosophie, parce que on a en tête surtout des classes préparatoires ou des licences, et c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Donc c'est vrai que les débouchés... c'est quelque chose de... En fait, ce que nous disent nos anciens quand ils reviennent vers nous pour nous expliquer comment ils ont pu être reçus, eh bien, ils nous disent le plus souvent que c'est grâce à leur formation en philosophie. Ce qui a fait pour eux la différence, c'est qu'ils avaient eu 3 ans en philosophie et cette idée qu'après la philosophie, on fasse autre chose de plus professionnalisant, de plus technique, eh bien, c'est une idée qui aujourd'hui séduit.
Et pourquoi pas la prépa littéraire, ça reste quand même par rapport... Oui. La prépa littéraire, c'est une très belle chose. Il est évident que si je fais une prépa littéraire, je fais un peu de philosophie, mais je suis loin de voir à quel point tous les problèmes sont liés. Et donc, je vais peut-être avoir une notion, la violence, et ce sera très intéressant. Mais la philosophie, c'est bien plus que ça. Et si je veux être après, pertinent dans le monde du travail, il faut que j'ai une vision d'ensemble. Et c'est quoi, à l'IPC, par exemple, il y a combien d'heures de cours par semaine? Comment se passe une semaine type? Alors, ça dépend si on parle C'est très différent de l'université classique ou double licence, mais pour des licences simples, on a à peu près 30 heures de cours, sans compter tout le travail personnel, un contrôle continu extrêmement soutenu, des travaux tutorés, et pour des doubles licences, on est pas beaucoup plus au-delà, on est à peu près à 35 heures de cours. Et c'est quoi la raison numéro 1 pour laquelle les familles vous choisissent? Alors à l'IPC, c'est très clair, même quand on vient faire des études de psychologie sans même choisir une double licence de psychologie, quand on vient choisir donc une simple licence de psychologie, c'est pour la philosophie, car il y a à peu près 10 heures de philosophie dans la licence de psychologie. Pauline Piètre, alors vous êtes tous sur Parcoursup, hein, Oui. voilà, donc ça c'est important. Aujourd'hui, comment se déroulent les admissions? Comment vous sélectionnez les jeunes via la plateforme ministérielle? Alors, je peux prendre l'exemple du bachelor, par exemple, Oui. qui a connu un grand succès sur Alors, Parcoursup. rappelez-nous un peu le Oui, bachelor. absolument. On en a parlé sur le Figaro étudiant, mais vous pouvez nous rappeler ce nouveau bachelor développé par l'ICP et en Saint-Jean-de-Passy. en partenariat avec Saint-Jean-de-Passy et Stanislas. D'accord. Voilà, en fait, l'articulation est un peu particulière. Ça ressemble un petit peu, sans être exactement ça, au CPES, vous voyez, c'est le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Qui est proposé par Louis Legrand, particulier, qui est un peu un mixte entre la prépa et la licence. Eh bien, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que les étudiants sont inscrits à la fois dans une licence, donc soit la licence Histoire Sciences Politiques, soit la licence de Sciences Sociales à l'ICP, donc où là, ce sont des universitaires qui donnent les cours, et il y a un aménagement des études pour qu'ils puissent suivre des cours du bachelor sur des questions de sciences politiques, de géopolitique et d'humanité, et où les cours sont délivrés uniquement par les professeurs de prépa de Saint-Jean-de-Passy et de Stanislas. D'accord, ça Voilà, garantit... Et c'est là l'originalité de cette formation. Et en fait, on s'adresse à des étudiants qui hésitent justement entre la prépa et la fac. Et on dit, n'ayez pas peur de la fac, parce qu'il y a aussi des exigences type prépa que l'on propose. Et il y a parfois des étudiants qui sont tentés par la prépa, mais qui n'ont pas forcément envie de travailler de manière encore très, très intensive ou aussi Oui, finalement, il y a intensive. la fac qui fait un petit peu peur, parce qu'il y a Voilà. le côté, on va être livré à nous-mêmes, on ne sera pas encadré, il y aura très peu d'heures de cours et finalement beaucoup de travail personnel. Puis c'est vrai que les chiffres de décrochage peuvent faire peur. Et puis la prépa, où beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, et ce qui peut faire un petit peu peur aussi. Donc finalement, c'est un peu un entre-deux. Voilà, donc c'est un entre-deux, puis on travaille avec des partenaires aussi intéressants, évidemment, que sont Saint-Jean et Stanislas. Et puis donc dans cette, par exemple, donc pour répondre à votre question sur Parcoursup, sur les... Donc Alors on nous vous avions des demandait promos. une lettre de motivation, Comme vous sur regardez les Parcoursup. notes. Ah bah bien sûr, on Oui. regarde, oui. Ah bah maintenant c'est plus obligatoire, hein, la lettre de motivation. Alors la lettre de motivation, on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle Merci, passe par là, ChatGPT. que les parents évidemment passent par là. Donc moi j'ai toujours, d'ailleurs je conseille toujours aux jeunes de vraiment Vous les personnaliser. lisez ou pas? Certaines, oui, Oui. quand même. De personnaliser vraiment la lettre et de montrer qu'ils postulent pour cette formation. Et là, évidemment, D'accord. chaque lettre... C'est quoi à l'ICP la licence la plus demandée, la plus sélective? C'est le droit, j'imagine. Il y a le non droit, il y a Histoire Sciences Po et le bachelor. D'accord. Où il y a eu 3500 candidatures, enfin vœux, sur Parcoursup cette année pour 80 places. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Donc, Alors que c'est très récent finalement. oui, c'est assez récent. La première promo était à rentrée 2024. Donc c'est assez... Et des licences, vous avez encore de la place en septembre? Oui, certaines licences, bien sûr. Certaines licences où nous avons encore de la place. Lesquelles? En phase complémentaire, certaines, peut-être des formations qui parfois sont moins demandées, comme lettres modernes, par exemple, même si...
Par exemple, il peut y avoir encore des places, parfois en information-communication ou en LLCER anglais, par exemple, ou anglais-espagnol, mais c'est parce que nous avons pas mal de places aussi. Mais ce sont des formations qui sont en train de se rénover, d'ailleurs. C'est comme dans le public, finalement, le droit, c'est ce qui est le plus sélectif et le plus demandé. Il y a la licence sciences sociales aussi qui fonctionne bien. Mais ces licences-là, ce sont des licences qui se rénovent beaucoup et c'est ce que nous avons aussi, je pense, entre nous. C'est beaucoup de liberté pédagogique pour avoir un dynamisme qui nous permet justement de proposer des formations innovantes, structurantes, nouvelles. Et on a ce dynamisme que notre statut nous permet d'avoir. Qu'est-ce que ça a changé ? Vous avez toujours été sur Parcoursup, à l'ICES par exemple, ou c'est nouveau ? Depuis l'origine de Parcoursup. Ah, depuis l'origine. Absolument. Et, Et sur la plateforme Mon Master également. Et du coup, ça draine des élèves qui ne connaissent pas forcément. Ça draine un peu de tout, finalement. Nous avons chaque année des étudiants qui... alors, après Parcoursup, ils viennent aux journées portes ouvertes. Et certains nous disent qu'ils ont découvert l'existence de l'établissement sur Parcoursup. Oui, et l'IPC, c'est vrai que vous avez toujours été, il me semble, depuis le début. Depuis le début, je me souviens. Nous avons une phase supplémentaire de sélection où il y a un entretien de sélection systématique pour toutes les formations. Moi, j'ai une question quand même, parce que c'est vrai que quand j'étais étudiante, je crois que ça ne me serait même pas venu à l'idée d'aller dans un institut comme les vôtres. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté entre-soi, finalement ? Oui, alors que finalement dans une université publique, on va se confronter à d'autres, à des étudiants d'autres religions, d'autres univers. Le fait d'être dans un institut chrétien, catholique, est-ce que c'est pas un petit peu rester enfermé? Moi, je vous invite à revenir sur le campus pour pour voir effectivement la population qui est présente, qui est très diversifiée. Et je crois que nous accueillons, en tout cas à l'ICP, nous accueillons vraiment toute population, de tous milieux sociaux. Et je crois que nous ne sommes pas du tout dans l'entre-soi, au contraire, nous sommes très ouverts. Ça a énormément évolué en fait, l'ICP. Et aussi la diversité des formations que nous proposons fait que là aussi nous avons un public très diversifié. Est-ce que vous acceptez des étudiants qui ne sont pas catholiques ? Alors, pour la bonne et simple raison que nous ne demandons évidemment pas s'ils sont catholiques. Vous ne demandez pas de certificat de baptême à l'entrée? Évidemment pas, et nous avons la même diversité. L'établissement, donc l'Institut catholique de Vendée, a été créé au départ principalement pour des populations de niveau modeste. Nous avons encore aujourd'hui plus du tiers de nos étudiants qui sont boursiers sur critères sociaux. Et nous avons, comme cela vient d'être dit pour l'Institut catholique de Paris, nous avons tous les milieux sociaux, et parmi eux, vraisemblablement aussi, toutes les convictions politiques et toutes les pratiques religieuses. Et on ne cherche pas. La seule chose qu'on leur demande, c'est qu'à l'intérieur de l'établissement, de ne pas revendiquer une identité qui pourrait être considérée comme agressive vis-à-vis des autres, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan politique. D'accord, c'est important. Alors, à l'IPC ? À l'IPC également, nous accueillons des étudiants d'autres confessions. Alors l'IPC, c'est plus petit, on est dans des tailles qui sont différentes, mais nous avons également des... Vous avez combien d'étudiants ? Nous avons 350 étudiants. Ah oui, ça commence à... C'est plus si petit que ça. Et là aussi, oui, vous ne demandez pas le fait d'être chrétien ou quoi que ce soit, ce n'est pas un critère. Non. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus présenter vos établissements. Je pense que vous aurez du monde le jour des journées portes ouvertes qui attirent beaucoup d'étudiants chaque année. Merci à tous, merci Paul-Henri et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'École.